Le plus gros de la loi travail, c'est la mise en cause de la hiérarchie des normes. C'est souvent ce qui est revendiqué par les patrons, une Europe sociale, mais sociale au rabais, quoi. Le havre de grève, il a ramené des souvenirs. Bah voilà, j'ai participé à ça. Voilà. On avait une stratégie complètement différente de la conf. Nous, il fallait diversifier et il fallait bloquer l'économie. C'était ça l'objectif. Les Gilets jaunes, moi j'ai été dépité dans un premier temps de notre manque de soutien des organisations syndicales. Ils nous attendaient à la barrière tout de suite. Nous dire, tu vois, c'est des gros beaufs, ils vont mettre les palettes, ils vont cramer du pneu, puis voilà, ils vont attendre là, sagement, en cuisant leur merguez. Ça fait longtemps, depuis le CPE, qu'on n'a pas gagné. Donc notre volonté, c'est qu'il puisse y avoir ces règles stables, simples, compréhensibles, cette négociation au niveau de l'entreprise qui donne confiance aux entreprises pour embaucher, confiance aux salariés pour la suite de leur activité. C'est un petit peu le sens de la démocratie de M. Hollande, c'est on ferme notre gueule et si vous ne la fermez pas, eh bien c'est les gaz lacrymogènes. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui avec Reynald, délégué syndical de SIDEL. Et on va aujourd'hui faire une interview autour de l'histoire des luttes. On va parler surtout de la période de la loi travail. On va aussi parler un peu d'avant, un peu d'après. On va se laisser emporter aussi par la conversation. On est avec le camarade Alexis en plus. Donc on va commencer par la base déjà de la loi travail de l'époque, la fameuse loi El Khomri. Qu'est-ce qu'elle amène à l'époque? Alors, comme tu l'as dit, c'est un projet de loi qui est porté par Myriam El Khomri, qui était ministre du Travail sous le gouvernement Valls, Hollande. Donc, normalement, pas de problème, un bon gouvernement de gauche. Voilà. Et c'est un mouvement national de grève et de manifestation qui a duré environ 6 mois en 2016. Ça a commencé en février, ça a fini à peu près en août-septembre, voilà, avec l'adoption de la loi au final. Et puis je pense que c'est le plus grand mouvement social qu'on a connu depuis 2010 avec la loi portant sur la réforme des retraites de Wörth. Voilà, donc grand mouvement d'ampleur, donc avec au début un objectif, c'était clairement affiché, c'était comme ça qu'ils l'ont présenté, c'était améliorer la compétitivité des entreprises. Alors, quand on regarde ça, on se dit comment on va améliorer la compétitivité des entreprises, développer et préserver l'emploi, voilà, et améliorer le droit des salariés. Ça, c'est quand même l'objectif initial. Mais plus précisément, c'est quoi la loi travail? Le plus gros de la loi travail, c'est la mise en cause de la hiérarchie des normes. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. La hiérarchie des normes, c'était simple. Dans l'entreprise, ce qui compte, le socle des droits des salariés, c'est le code du travail. Après le code du travail, c'est la convention collective et puis l'accord d'entreprise au final, quoi. Là, on inverse tout ça. Disons qu'on donne la priorité, on donne la primeur à l'accord d'entreprise. C'est-à-dire qu'un accord d'entreprise négocié avec normalement des organisations syndicales, mais qui peut être approuvé que par 30% des organisations syndicales représentatives, quoi. Voilà. Parce qu'à l'époque, il y a l'histoire de un syndicat qui représente 30% peut demander un référendum. Un référendum d'entreprise, et il peut être adopté s'il y a 50% de salariés qui disent, mais au final, c'est pas 50% des salariés, c'est que 30% de la représentation des salariés, quoi. C'est ça, on part de ça. Et donc, le principe majoritaire peut être défini de deux manières. Soit c'est signé par 50%, signé par des organisations syndicales qui représentent 50% des salariés, soit une autre voie qui nous permet de changer les règles du jeu, mais justement de renforcer le poids des acteurs, c'est-à-dire que ce soit 30% des représentants des organisations syndicales,
plus la possibilité que ces organisations syndicales déclenchent un référendum d'entreprise. Et s'il y a 50% des salariés qui valident l'accord, donc l'accord s'imposera. Donc un accord d'entreprise qui peut être approuvé et qui peut remettre en cause la durée du travail dans l'entreprise. On peut aller jusqu'à 60 heures dans l'entreprise maintenant de travail, quoi, pour les salariés. Qui peut réduire aussi la rémunération des heures supplémentaires. Avant, on pouvait aller jusqu'à 50% des heures supplémentaires. Bon, après, il y a certaines entreprises où on n'y touche pas. Nous, chez nous, on n'a pas touché à ça. Hein. Mais maintenant, la loi travail, c'est 10% de rémunération. Donc il y a tout ça qui est sur les licenciements, non? Ouais, sur les licenciements abusifs. À l'époque, ça avait été un gros bouleversement dans tous les gens qui réussissaient à avoir des poursuites. C'était des petites victoires, mais c'était des victoires de réussir à faire cracher l'entreprise. Les prud'hommes, on pouvait aller jusqu'à environ 40 mois de salaire, moi j'ai déjà vu, hein, sur des préjudices. Voilà. Et aujourd'hui, on a un barème, ça s'appelle le barème Macron, voilà, qui est instauré dans les conseils de prud'hommes. Cet été déjà, Emmanuel Macron s'y était attelé avant d'être censuré par le Conseil d'État. Cette fois, c'est la ministre du Travail qui remet son ouvrage sur le métier. Myriam El Khomri propose un nouveau barème destiné à plafonner les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Pour une ancienneté de moins de 2 ans, un employé obtiendrait au maximum 3 mois de salaire pour réparation. Entre 2 et 5 ans d'ancienneté, il obtiendrait cette fois 6 mois de salaire au mieux. Pas plus de 15 mois pour une ancienneté de plus de 20 ans. Cette réforme était très attendue par les entreprises et notamment par le MEDEF. Donc moi-même, je suis conseiller prud'homal. Alors, au départ, c'est un barème indicatif. Sauf qu'on sait bien que la loi française, elle est claire. Hein. C'est dès qu'on a une jurisprudence, on s'engouffre, surtout le patronat, il s'engouffre là-dedans. Quand nous, on a affaire à des... Alors des fois, on peut être d'accord avec des employeurs sur le principe de licenciement abusif, mais après, c'est là où ça combat, c'est sur le barème, quoi. Parce que voilà, on peut être d'accord. À partir du moment où on dit, bah voilà, de toute façon, ça sera 3 mois. 3 mois d'indemnité. Voilà, donc ils ont réussi là-dessus, quoi. Donc voilà, c'est tout ça, c'est la compétitivité des entreprises. Autrefois, il fallait quand même une justification économique pour un entrepreneur pour lancer un plan social. Aujourd'hui, juste des indicateurs de non ou de baisse de performance justifient à lancer un plan social. Auparavant, lorsqu'une multinationale voulait licencier en France et qu'elle réalisait des bénéfices dans d'autres pays, le licenciement était interdit. Désormais, ce sera possible. Seule la situation financière de l'usine basée en France sera examinée. On a vu tous ces accords surgir après cette loi travail, des accords de compétitivité, des accords de performance collective, on les appelle les APC. Donc le patronat, il s'engouffre là-dedans, c'est tellement facile. On peut licencier, on peut augmenter les horaires, on peut faire de la modulation, on peut baisser la rémunération, avec juste des accords de performance collective. Hein. Puis je vous le donne en mille, hein. Qui c'est qui signe ces accords-là? C'est pas anodin, et c'est pour ça qu'il y a eu une forte mobilisation aussi, parce qu'on voyait les conséquences rapidement, quoi. C'était clair ou est-ce que c'était déguisé C'était pas clair pour les salariés, c'est clair. Il fallait gagner aussi sur la pédagogie et sur la bataille des idées, quoi. Hein. C'était pas gagné d'avance, il fallait aussi gagner la bataille médiatique aussi, hein, parce que vous allez vous battre, pourquoi? Parce que les hors sup ils vont baisser, mais bon, des fois il y a de l'abus, etc. Enfin, c'était compliqué, quoi. Hein. Moi, je pense on va pouvoir commencer à rentrer dans comment la lutte s'est menée au Havre, parce qu'on va revenir, je pense, aussi après, mais après sur justement ce bloc de loi, ce qu'il amène même idéologiquement, et sur la compréhension. Je pense que le mouvement, comment il s'est construit, et au Havre et en France, va pouvoir permettre de discuter ça, si ça vous va. Tout à fait. Ben, écoute, je vais te laisser commencer par expliquer comment ça a commencé au Havre, toi, comment tu l'as vécu. Alors, ça a commencé évidemment par des annonces. Hein,
des annonces du gouvernement Valls. Et après, ça a démarré, j'ai envie de dire, tout doucement, avec une pétition. C'est souvent comme ça que ça démarre les combats, entre guillemets, syndicaux. Donc une grosse pétition d'ampleur, c'était Loi Travail non merci, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et une des initiatrices de cette pétition, c'était Sophie Binet, il ne faut pas l'oublier, donc, qui était à l'époque secrétaire adjointe syndicat cadre de CGT. Bon, ça a quand même fait 1,2 million de signatures. Voilà, c'est pas mauvais à prendre, mais voilà. Mais je pense qu'on partait mal déjà. Voilà. Et ensuite, après, il y avait les premiers sondages qui sont auprès de la population qui sont sortis. On avait, à l'époque, dès le démarrage de la loi, on avait 67% de la population qui était contre ce projet de loi travail. Donc, bon, après, le contexte local, il y avait des luttes qui s'étaient déroulées au niveau de l'agglo. Bon, nous, sur Le Havre, on avait Lafarge qui était en plein plan social. On avait Sidel qui sortait d'un plan social lourd de 6 mois avec des blocages, etc. Et voilà. Nous, on a commencé au niveau local, on a commencé par faire une AG en intersyndical sur le même mot d'ordre. C'était ni amendable, ni négociable. À partir du moment où on partait sur ce mot d'ordre-là, tous ensemble, donc il y avait la CGT, FO, FSU, Solidaire et les syndicats d'étudiants et lycéens. Voilà, l'UNEF et l'UNEL. Et nous, il nous semblait hyper important de pouvoir converger avec les jeunes, quoi. Parce que voilà, ils rentraient directement dans le monde du travail et ils allaient se payer tout ça, quoi. Cette lutte, elle a la particularité, les jeunes sont rentrés extrêmement tôt. Oui, dans la dès le vie début. Par rapport à d'autres où parfois on attend parce qu'on se dit, Ouais. justement, on a l'espoir qu'ils viennent. Là, très vite. Très vite. Bon, après, on a eu beaucoup de mal à fédérer autour des facs, etc. Mais cependant, on avait les syndicats qui étaient bien présents, quoi. Donc ça, dès le début. Et nous, la lutte, elle a commencé comme ça. Début mars, on a fait une AG avec les syndicats. On a invité tout le monde au départ, mais sur ce mot d'ordre-là, ni amendable, ni négociable. Et c'est les syndicats que je vous ai cités qui sont venus. Et on a discuté. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. À partir de ce postulat, on a commencé à écrire les grandes lignes de la contestation sur Le Havre. Donc il y a eu plein de choses qui ont commencé à se mettre en place. Rappelez-vous, c'était l'époque où Ruffin avait sorti son film Merci Patron. Donc c'était très lié. C'était très lié. Donc on en a profité aussi pour faire des projections à droite, à gauche, conférences, débats, AG. On a sorti dès le départ l'artillerie lourde et il fallait occuper le terrain. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que le terrain, c'est plutôt morne-pleine, mais voilà, c'était l'objectif, c'était vraiment occuper le terrain, diversifier nos actions et fédérer un maximum de personnes autour de ce projet de loi. Et ça a bien pris. Ça a bien pris. On a commencé à mi-mars à converger avec les jeunes. Donc on a fait des actions, on commençait à bloquer le tunnel GNR avec les jeunes, c'est eux qui occupaient. Et après on essayait à chaque manifestation, alors, en amont des manifestations qui étaient prévues 10h Franklin, on essayait de faire toujours des actions dès 6h, 7h le matin, avec les jeunes, avec les syndicats, avec la population, diffusion de tracts, etc. Et après, il y avait l'idée, c'était de converger tous ensemble sur la manif, sur différents points sur Le Havre. Et après, idée de convergence tous ensemble sur la manif. Nous, c'était comme ça qu'on envisageait la manif. C'était un point de convergence, un point de rassemblement. C'était pas du tout, voilà, une manif plan-plan à faire notre marche hebdomadaire. Et puis voilà, non, c'était vraiment un lieu de convergence. Le 31 mars, par exemple, 31 mars, on a eu grosse manif, et avec près de 10 points de blocage sur Le Havre. Donc là, pour la petite anecdote, c'était en réunion de bureau de l'UL, voilà, on avait la carte d'état-major,
le plan du Havre, et on disait, bah voilà, là il faut bloquer là. Ouais, mais là ils peuvent passer par là les gens, donc non. Bah, on va bloquer Rouel. S'ils passent par Rouel, on va bloquer Rouel. On bloquait Rouel, on bloquait le port, on bloquait l'entrée du Havre, on bloquait Graville, la Brec, la zone industrielle. Donc il y avait tout ça, on se mettait en ordre de marche avec tous les syndicats, tous les militants. Et puis on faisait, on diffusait, voilà, tel endroit, il nous faut tant de personnes. Et des fois, on a fait des blocages à 50, 60 personnes. Et puis après, l'idée, voilà, la manif, c'était le point de convergence. Après la manif, c'était quoi? On faisait une AG, on faisait les comptes. Bon, bah, on était temps, et voilà. On a quand même eu, on a commencé les premières manifs, on était 2000 au Havre, hein, pour aller jusqu'à 35 000. Ouais, ça fait longtemps qu'on avait eu 35 000 manifestants. Il y a une vraie construction de la lutte pour le coup. Oui. Et dans le sens, on n'appelle pas les gens, nous c'est vrai, quand je parle un peu dans tous les secteurs de la gauche, on va dire, pour faire large, il y a souvent ce dépit qu'il y a eu un peu pendant la loi retraite où on nous appelle à faire la randonnée, à être très passif. Et là justement, comme tu dis, ce côté c'est la convergence, mais la lutte se construit. Et il y a ce côté aussi organisé par le bas, localement. Ça amène quand même à une autre démarche dans la lutte et à vraiment la construire, où tu peux compter petit à petit. Il y a une autre dynamique, ouais. Et tu veux construire une stratégie de lutte. Ce qui aujourd'hui est compliqué quand on attend les appels d'en haut. Construire la lutte, on est plus dans le passif, quoi. Et c'était les AG qui définissaient les journées d'action. C'est eux qui décidaient, c'était les militants. Nous, on avait une base. On partait évidemment pour proposer, on faisait des propositions. Mais des fois, ça changeait... complètement, on disait, voilà, c'était les salariés, ils disaient, bah tiens, là, là on entend parler qu'il y a Nuit debout à République, est-ce qu'on pourrait pas faire des nuits debout à l'hôtel de ville? Donc il y avait des choses comme ça. Bon, évidemment, il y avait aussi, à côté de ça, il y avait énormément de répression. Rappelez-vous, c'était Cazeneuve qui était ministre de l'Intérieur. Il a bien joué son rôle, hein. Ça a été, il y a eu pas mal de répression des militants pendant cette période-là. Mais voilà, il y a eu... ouais, il y avait tellement de choses il y avait plein de bonnes idées à prendre partout sur le territoire. Et ben nous, c'était un peu un combo de tout ça, quoi. C'était, voilà, il fallait qu'on prenne un peu un Nuit debout, il fallait qu'on prenne ça, et puis qu'on fasse des blocages, et puis etc. Ouais, parce qu'on voit aussi, tu reviens sur Nuit debout, et c'est vrai que Nuit debout, il avait un côté un peu ambivalent, je trouve, dans le sens où c'était l'initiative d'une auto-organisation, voilà, d'occuper aussi l'espace, de débattre, de ne pas être que dans le côté, mais justement, on se réunit, c'est la période où on voit c'est aussi la période où, un peu du début de l'Internet qui permet de s'auto-organiser médiatiquement, oui, on voit des prises de parole de Lordon qui arrivent, on voit... Et le salariat est un rapport social de chantage. Un rapport de chantage qui ne laisse le choix que de plier ou de se mettre en danger. Nommer adéquatement les choses à l'encontre de tous les recouvrements idéologiques du néolibéralisme. C'est peut-être la première étape pour trouver la force de s'en libérer. Car tout le monde aperçoit alors que si pour mettre fin à la peur, il faut mettre fin au chantage et à l'arbitraire patronal, alors il faut mettre fin à l'ordre social qui arme le chantage et l'arbitraire patronal. Et je veux dire mettre fin, et constitutionnellement, à l'empire des propriétaires. Il y a aussi une spécificité havraise, puisque nous, on a le pétrole, on a le port, on a le... Ouais, on a une zone industrielle qui est forte, en effet, on a un port important. Voilà, on a aussi l'industrie de la métallurgie, donc on a des grosses bases aussi installées, et puis on a une histoire, c'est clair. Et puis 2010, c'était pas très loin, hein, donc 2010, il y a eu un mouvement au Havre contre les retraites qui était impressionnant, avec des journaux qui sortaient à l'issue de chaque AG. Donc ça s'appelait Le Havre de grève. Hein, il a ramené des souvenirs. Bah voilà, j'ai participé à ça. Voilà, on participait parce que, ouais, je me rappelle, c'était notre ami Pigeon qui était à l'initiative de ça. Et on finissait l'AG. Il disait, bon allez, il faut écrire la de grève. Donc on se mettait un petit groupe là autour de la table. On était
5-6. Hein. On disait, bon, allez, qu'est-ce qu'on va? Alors voilà, on faisait les chiffres qui tuent, et puis une sorte d'édito, puis toujours les prochaines initiatives, et puis ça partait partout. Et ça, c'était le top, ça. Hein. Ça, c'était le résultat de ce qu'avaient décidé les salariés, quoi, à chaque issue de l'AG, quoi. Ça, Et c'est du début à la fin, c'est maîtriser la lutte, à la diffusion des infos de la lutte par les salariés et les travailleurs eux-mêmes. C'est ça. Et puis en inspirer d'autres, parce que c'était tiré, je ne sais pas combien d'exemplaires, c'était distribué. Plutôt que de distribuer un tract, voilà. Tu veux que je raconte une anecdote marrante? Quand au Havre des Luttes, on a commencé à expliquer qu'on voulait faire du militant, mais aussi un peu de médias pour couvrir de façon autonome. Il y a plein de gens qui disaient « Ah, mais vous connaissez... » Bon, moi, je suis au Havre depuis que 4 ans, tu sais. Bon, plein de gens qui disent « Ah, mais tu connais le Havre de Grève à l'époque ?» Donc, moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Mais c'était... Mais il y avait carrément des appels à où est-ce qu'on va bloquer. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et puis, des petites... Là, j'en vois pas, mais il y avait des petites caricatures, parce que Christian... c'est lui qui dessinait et tout, donc il nous faisait des petites caricatures en lien avec l'actualité, etc. Et c'était top. Hein. Moi, je me suis éclaté, moi, cette période-là, 2010, tu sortais d'AG, c'était pas les AG, bon allez, on a décidé ça, ça sera ça. Non, on fera pas ça. Non plus. Non, on y va. Là, c'était participatif, interactif. Et moi, je trouve aussi qu'on sous-estime comment ces moments, en plus d'avoir une efficacité militante sur le moment, sont formateurs et créent des militants pour le futur. Ouais, et puis... Quand on voit aujourd'hui le paysage politique des personnes qui vont être des grands militants de la gauche, des figures qu'on voit, à cette période-là, ils ont tous été plus ou moins importants quand même et présents. L'émancipation, hein, c'est un truc de dingue, quoi. Je veux dire, les salariés, les citoyens prenaient plaisir à lutter, quoi. C'est ça, quoi. Puis tu te rends compte, quoi. Tu vois des gens avec qui tu parles pas, quoi. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est toutes ces lois-là, toutes ces lois qu'on se ramasse depuis des années, ça conduit à l'isolement, à l'individualisme à fond, quoi. On se parle plus, même dans la boîte. Je veux dire, nous, quand on a eu le plan en 2015, enfin, on avait les barnums dehors. C'est ici que la vie se faisait. Depuis hier matin, une grève illimitée est lancée et un piquet de grève est en place nuit et jour. Les salariés sont très mobilisés, très déterminés. D'ailleurs, la preuve, hein, on fait des roulements pour tenir le piquet la nuit. Toutes les 3 heures, on a donc un groupe environ de 45 personnes qui tiennent le piquet de grève. On alterne à peu près entre une journée et demie dans la semaine, voire 2 jours. Et comme ça ne nous coûte pas beaucoup d'argent et on ne perd pas énormément. C'est prévu pour durer. Au minimum 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, on est là, on lâche rien. Et c'est ici qu'il y avait de l'émulation, c'est ici qu'on avait même des propositions d'organisation. On se réappropriait l'outil de travail. Et c'est à partir de là, tu as des cadres qui parlent avec des ouvriers qui disent mais on pourrait faire ça, ça marcherait mieux, et pourquoi ils ne nous écoutent pas quand on fait ça? Et vous, les syndicats, pourquoi vous ne proposez pas ça? Mais c'est là que ça partait. Et ça, enfin les AG, c'était... tu rencontrais des profs, tu rencontrais des personnes du social, des travailleurs sociaux et tout, des métallos, enfin voilà, c'est incroyable. Et ça se fait plus, quoi. Enfin, ça se fait plus. Je suis peut-être un peu... Ça manque. Ça manque. Voilà, mais c'est... Moi, je pense qu'on est dans une période paradoxale. Ouais. On se parle plus, mais nous qui faisons un peu le tour, quand on arrive quelque part, on veut savoir quelle est un peu l'ambiance politique et militante, mais tu fais le tour, en fait. Tu vas rencontrer les gens, tu vas... Moi, c'est pour ça que cette période, je voulais commencer aussi un peu ces interviews de lutte, ces histoires de lutte sur cette période-là. J'ai l'impression que c'est la période où commence à vivre quelque chose de plus puissant. Dans l'auto-organisation, ce que tu disais, je sais ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y a même, dans les manifs, on voit comment les Black Blocs commencent à arriver pour affronter la répression. Loi travail, on en a vu. Hein. La manif à Paris au mois de juin, c'était les Black Blocs qui étaient devant. Hein. Ben bien sûr. Comment il y a les street medics qui arrivent aussi, qui s'organisent de plus en plus, les legal teams aussi. C'est vraiment une organisation de la lutte du camp réformiste au camp révolutionnaire où il y a quand même, comme tu dis, on fait tout, on y va. Et aujourd'hui, moi, tout le monde, dès qu'on me parle, on me dit, depuis les lois travail, c'est plus pareil. Depuis cette défaite-là, il y a quelque chose qui s'est... Ouais. Alors, oui, syndicalement, c'est une défaite. On est d'accord. Mais on a gagné beaucoup de choses. Je suis d'accord avec toi, on est dans une époque paradoxale, on est de plus en plus vers l'individu, mais à côté de ça, on en a besoin de se rassembler aussi, de discuter avec
les salariés, les gens les agents d'autres secteurs, quoi. Et ça, on en a un besoin fou. Et on le voit, hein, dès qu'il y a un petit rassemblement, nous ici on organise une AG, les gens ils se reparlent, quoi. Ça refait du lien. C'est ça, c'est la lutte qui fait de lien. C'est pas l'organisation du travail en tant que telle. Et tu dis qu'on n'a pas forcément tout perdu dans ce... Non, justement, tout ça, toute cette... ça a montré que la base, elle est capable de s'organiser et de monter des... Parce que c'est... Nous, on a fait qu'impulser, hein, nous, en tant que syndicat. C'est pas nous qui avons mené... Enfin, on a orienté, mais c'est en tout cas les militants, les syndiqués, les salariés qui ont mené la lutte. Hein. Quand je vous dis, on était 35 000 à l'apogée de la lutte contre la loi travail. Ça fait longtemps qu'on a eu 35 000 au Havre. Hein. Mais c'était bien à cette époque-là qu'on était la capitale de la grève. Oui. C'est comme ça qu'on appelait le Havre. Mais toi, à ton avis, qu'est-ce qui a marqué la fin de ce conflit-là? Oh, il y a plusieurs choses. Déjà, nous, on avait quand même une stratégie complètement différente des confédérations syndicales. Complètement différente. Eux, c'était les journées saute-mouton. Allez, et puis, il y en a eu, 17 mars, 24 mars, 31 mars, 9 avril, après, j'ai eu 28 avril, 1er mai, 10 mai, 12 mai, 17 mai, 18 mai. Non, mais ça épuise, ça. Pourquoi nous, on voulait garder les gens? On faisait d'autres actions. Péage gratuit. Nous, on a été quand même sur les ponts de Normandie plusieurs fois. Ça m'a valu quand même 3 convocations aux flics. Mais bon, voilà. Petite anecdote quand même. Puis ça va faire sourire les copains responsables syndicaux des autres organisations. Une fois, je suis convoqué, gendarmerie, voilà. Voilà, vous avez fait perdre temps à la CCI, quoi, en bloquant pour Normandie, puis ils te sortent les chiffres. Vous nous devez tant, quoi. J'ai dit, mais attendez, là, je comprends pas, je suis le seul convoqué, là. C'est pas la CGT qui a mené ça, hein. Vous rappelez-vous, on était en intersyndical, quand même. Ils sont où, mes camarades, là, pour qu'on discute tous ensemble de comment on a mené la lutte, là? Du coup... Fin du film. Mais voilà, bon, il y a eu quand même... Enfin, nous, on avait une stratégie complètement différente de la conf. Hein. Nous, il fallait diversifier et il fallait bloquer l'économie. C'était ça l'objectif. Bon, après, voilà, c'était compliqué en interne à soutenir, mais auprès des militants, des salariés. Et quand on bloquait le Havre, globalement, les gens, ils comprenaient, quoi. Ils klaxonnaient, une bonne réception à la distribution de tracts, parce que ça s'accompagnait toujours d'une distribution, et il fallait diversifier. Et eux, ils étaient... Excuse-moi. Faut que je boive un coup. Mais je me souviens aussi que la répression, il y a eu la répression, mais il y a aussi des actions policières, genre on nous a délogé de la CIM, c'est bien cette époque-là, on a délogé de Manu Militaire. Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui, on a eu les... Puis il y a eu d'autres actions aussi juridiques, avec les réquisitions, etc. Je veux dire, ça c'était plutôt sur la fin de la loi travail. Hein. Donc là, quand les raffineurs se sont mis en grève, là, ça devenait de plus en plus tendu. Hein. C'est là où on a vu apparaître des communiqués de la CCI et des commerçants. Des commerçants, faut les nommer. Hein. Je veux dire, il y a eu des commerçants comme... c'est quoi le resto, là? Les Enfants Sages, là. On fait un communiqué comme ça dans Paris-Normandie en disant que c'était inadmissible de bloquer l'économie, les entreprises allaient fermer, les petits commerçants allaient fermer, et puis la CGT est irresponsable. Ils ont quand même eu un pavé, une page comme ça. Ça nous a valu quand même un rassemblement devant Paris-Normandie, hein, parce que une page comme ça, un mix de petits commerçants, d'entreprises aussi, hein, XPlog, tout ça, la logistique, tout ça, évidemment. Ah ouais, tous les amis d'Edouard, là, ils ont fait une page comme ça, qu'ils ont dû payer bonbon, parce que là, c'est pas une organisation Paris-Normandie à but lucratif. Hein. Donc là, tout le monde était gagnant. Mais par contre, ça a quand même un effet, quoi, hein, auprès de la population. Mais cependant, je vous ai parlé tout à l'heure, 67% dans l'opinion favorable à notre mouvement et défavorable à la loi travail, 67%. À la fin de la loi travail, on était à 64%. Donc c'était assez constant, quoi.
Les gens, ils ne sont pas dupes. Hein. Puis, voilà, ils ont vraiment vu aussi des organisations syndicales qui s'imprégnaient du sujet, pour eux. Parce que, voilà, quand tu vas bosser, tu n'as pas envie de faire des heures sup pour 10%. Tu n'as pas envie d'être viré comme un malpropre parce que la boîte, elle a perdu 0,2% de profit. Quoi. Oui, moi, on m'a raconté aussi comment, à l'époque, le fait d'être, justement, d'avoir des gens, que les syndicats soient très actifs sur le terrain et dans le soutien d'autres initiatives qui n'étaient pas les leurs, le mouvement a réussi à faire rentrer dans la lutte des petites boîtes qui jamais ne participaient à la lutte, ne bloquaient, ou du jour au lendemain, il y avait 500 personnes qui arrivaient pour aider à bloquer la boîte, des petites PME, Exactement. des choses comme ça, histoire de faire rentrer le mouvement dans quelque chose de plus large que les boîtes habituelles. Moi, j'ai l'exemple de mon frère qui n'était pas militant, qui est en retraite maintenant, mais qui n'était pas du tout militant, qui travaillait sur une boîte de harfleurs, là, ça s'appelle PPG, hein, moi je peux la citer, il n'y a pas de culture syndicale, hein, c'est des élus sans étiquette, enfin voilà, à la botte du patron, etc. Et on a vu les boîtes débrayer, ils avaient confectionné des banderoles, PPG en grève, c'est un exemple, mais voilà, c'est exactement ça. On a vu puis nous, à l'UL, à l'Union locale CGT du Havre, on voyait tous les jours, on voyait des salariés, comment on fait pour monter un syndicat dans l'entreprise, etc. Là, on a fait des nouvelles bases. C'est là où on a fait le plus de nouvelles bases avec 2010. Hein. C'est impressionnant. Hein. Qui sont restés ? Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne peux pas savoir, mais... Moi, je pense que... Je pense qu'il y a eu beaucoup de déçus. Il y a des déçus, mais derrière, moi, ce que je disais, je le pense vraiment, tu crées des militants, des gens qui savent organiser, qui, le moment venu... Regarde, le nombre... des possibles, quoi. Enfin, oui, le nombre de gens qui... Nous, c'est aussi le but, un peu, avec ce côté histoire des luttes, c'est de ramener aussi... En plus, dans la période un peu sordide dans laquelle on est, il faut aussi voir Pour moi, dans cette lutte, il y a beaucoup de victoires, comme tu dis. Et moi, je veux juste revenir sur un truc, parce que ça me paraît important politiquement et comment ça explique ça. Moi, je trouve, en prenant du recul, parce que c'est le but aussi de prendre un peu de recul, tu vois. Ouais, tout à fait. Pour moi, en France, est-ce que c'est pas le premier mouvement des travailleurs contre la formation de l'Europe? Parce que de l'Europe libérale qui est là pour péter les travailleurs justement dans la lutte des classes. Parce que ça arrive après, donc il y a 2005 le vote, les gens disent non, ça passe en 2007 au traité de Lisbonne. Tranquille. Il y a la crise financière qui amène un peu ça en 2008-2009 avec la Grèce, où on voit des mouvements, il commence à y avoir des sittings, des choses comme ça, le mouvement altermondialiste qui se réactive. Et le premier bloc de loi qui passe, la loi El Khomri, c'est vraiment un bloc qui vient péter les droits des travailleurs et dire bon, mais dans la lutte des classes, on vient vous foutre un coup énorme. Et la réponse est à ce moment-là qu'elle arrive avec une... Et puis les droits des Français qui sont quand même au-dessus des droits européens. Et ce qu'on nous rabâche beaucoup à l'époque, c'est l'un des arguments. Mais oui, c'est ça, une Europe sociale. C'est souvent ce qui est revendiqué par les patrons, une Europe sociale. Mais sociale au rabais, quoi. Plus elle est sociale, moins on a de droits. Voilà, c'est ça. Mais c'était ça, hein, c'était ce qui était utilisé à l'époque. Et puis, après, on a eu beaucoup... Alors après, il y a eu je vous ai parlé des communiqués, des communiqués de presse, etc., au niveau local, mais au niveau national, c'était pire. Hein. Hollande qui intervient régulièrement, qui dit « il faut savoir arrêter une grève au bon moment », etc. Enfin, il cite Maurice Thorez, quoi. Voilà, mais il a oublié de dire que quand on a obtenu satisfaction, quoi. Mais voilà, enfin, il y a des choses comme ça. Il y a Gattaz qui est le patron du MEDEF à l'époque. Hein. Lui, on a eu affaire à un beau spécimen à l'époque, quoi. Non, dans les PME, TPE, nous n'avons pas besoin de délégués syndicaux, nous n'avons pas besoin de mandataires sociaux, syndicaux, parce que les gens, les chefs d'entreprise connaissent parfaitement bien leurs salariés directement. Et dans un monde qui bouge, dans un monde de construction, ne complexifions pas le dialogue social. Et nous sommes pour la flexi-sécurité à la française. Ouais, et puis on a eu aussi, rappelez-vous, ça, on a perdu beaucoup de militants de boîtes, faut le dire. Martinez venait d'être élu, au tout début de la loi travail. Hein. Rappelez-vous, nous on sortait de crise avec Le Pen, etc., qui avait détourné un peu de pognon. Et Martinez qui arrive,
un métallo, enfin voilà, un mec qui est assez proche du terrain, voilà. Puis on a aussi l'Euro 2016, rappelez-vous. On est en plein dans l'Euro 2016, hein, le foot, le nerf de la guerre. Et, Martinez qui dit ce serait pas bien vu quand même de la part de la CGT de bloquer pendant l'Euro, parce qu'évidemment, on en parlait. Même nous, en AG et au Havre, on disait faut aller bloquer l'Euro, quoi. C'est l'occasion. Mais oui, si on veut faire chier, c'est ça. Bien sûr. Donc il y a plein de choses comme ça qui... Et là, c'était compliqué. Il y a eu beaucoup Là, en effet, il y a eu beaucoup de choses qui ont interféré aussi notre mouvement, hein, même en interne. Hein. Et puis voilà, on est arrivé après à l'été, même si nous, on a continué jusqu'en décembre, hein, niveau local. Oui, ça avait repris, il y avait eu une petite baisse. Je me souviens, même au niveau national, il y avait eu en septembre des reprises, des retentatives. Ouais, c'était une tentative. Oui, quoi. des tentatives. Hein. Ou alors c'était comment on appelle ça, un barreau d'honneur. Barreau d'honneur, voilà, merci. C'était un peu le barreau d'honneur de dire bon bah voilà, on va pas partir comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on l'a ressenti. Mais bien sûr, sur le terrain, on l'a ressenti comme ça. Mais cependant, pendant ce temps-là, nous on a continué, on a fait des meetings, on a fait des AG, on distribuait sur les marchés, on allait dans les facs, on intervenait, on faisait des, on a eu des meetings, on intervenait avec des juristes. Et puis on faisait des concerts hein, également pour attirer du monde sur d'autres aspects, quoi. Et puis et pendant ce temps-là, enfin, on a eu la BREC, je vous l'ai dit, qui a été bloquée quand même, pas évident. La zone industrielle qui a été bloquée pendant 4 jours, nuit et jour, 4 jours. Ça s'était jamais vu ça. Hein. Il y avait le sommet du G8 aussi, est-ce que c'était le même? Non, c'était 2010. Ah oui, non, ça c'était... C'était 2010, mais ouais, là, on avait fait quelque chose de costaud aussi. Hein. Il y a des choses, moi, comme je t'ai dit, en retournant hier un peu dans les archives, pour faire l'interview aujourd'hui et ces derniers jours, je tombe sur la CGT au Havre qui annonce qu'elle a voté une motion où si un étudiant est arrêté, tout le port s'arrête. Ouais. C'est un truc. C'était le syndicat des ports et docks. Ouais. Aujourd'hui, on n'est pas prêt à entendre ça, tu vois. Et pour moi, c'est un geste... moi, franchement, je regarde ça à ce moment-là, je suis impressionné. Ah oui, il y avait une solidarité sans faille hein, à l'époque. Hein, voilà, c'était même les militants. Hein. On a eu, rappelez-vous, on a eu la manif à Paris le 14 juin, 1 million de personnes dans la rue. Et nous aussi, toute l'orga à mener, quoi. Donc plein de militants du Havre qui descendent, enfin qui montent en train ou en bus. Là, on a ramené énormément une superbe délégation du Havre sur la manif à Paris, tout en maintenant une manif au Havre. Non, mais c'est. Et puis bon, je t'explique pas la logistique de prendre des trains, etc. Avec des sièges arrachés, etc. Puis après, tu fais les comptes. Enfin voilà. Mais bon, ça fait partie de la lutte, etc. Quoi. Mais ouais, une grosse manif sur Paris avec de la répression. C'est là aussi que les ports et docks ont été particulièrement touchés sur cette manif à Paris. C'est l'une des premières fois où aussi on voit les flics foncer sur les dockers. Ouais. Bah oui, et après, nous, on avait un congrès, un comité général, c'est un demi-congrès au niveau de l'UL du Havre. C'était fin août. Et il y avait Martinez qui était là, qui était présent ce jour-là. Et pendant le congrès, on apprend que deux dockers sont interpellés chez eux à 6h du matin. C'est pas fait exprès. Voilà, et donc, là, c'est là qu'on a eu, le port qui a été bloqué tout de suite, quoi. Beaucoup d'interventions, Martinez, etc. Et puis... Et il y a aussi, à l'époque, je me souviens, la pression qui est foutue, c'est pas juste des gardes à vue, c'est littéralement foutre la vie en l'air de certaines personnes. On explique, je crois, aux postiers que par jour où ils bloquent, ils vont devoir payer 1 000 € d'amende. Il y a vraiment des choses où quand on est, parce que bon, de loin, sans ça, je pense aujourd'hui c'est dur de recréer ce genre de choses-là. Les huissiers qui venaient au domicile des gens pour dire voilà, t'es réquisitionné ou t'es si tu as été vu dans un mouvement, tu aussitôt la peine et puis ce que tu dois, quoi. Ah ouais, mais c'est clair qu'il y avait une... Quand on y est là, dans ces lieux-là, dans ces moments-là,
c'est le moment de peur, de tension, de comment ça infuse sur tous les camarades autour. Petite anecdote, on distribue une fois, il y avait Valls qui venait au DOC. Valls, il vient, nous on dit, il faut faire une distribution de tracts au rond-point de l'Europe. Donc juste à l'entrée des docks, là. On fait une distribution, on est quoi? Une cinquantaine, quoi. On distribue, voilà. Les CRS arrivent, ils nous courent derrière, et ils nous nassent sur le long d'un bâtiment, le long du boulevard. Voilà. Ils nous nassent là, comme ça, ils étaient autour de nous. Bon, dedans, il y avait des dockers. Voilà. Ils étaient... les CRS, ils étaient quoi, comme nous, une cinquantaine, quoi. Puis c'est là, mais c'était une distribution de tracts, quoi. C'était pas un rassemblement, c'était pas une manif, c'était une distribution de tracts. Et là, c'était Valls. Ça montre bien le degré de répression qu'il peut avoir, quoi. Et un coup de fil, parce qu'on avait nos téléphones, un coup de fil, et les dockers sont venus. Ils sont venus aussitôt. Ils étaient 1 millier en cortège, ils sont venus à pied de chez eux. Et on les entendait au loin. On fait, tiens, moi j'étais avec les CRS, je dis, vous voyez là, je pense que vous allez partir en courant, quoi. Ils sont partis en courant. Opération escargot. Hein. Ils sont partis, on les a pas revus. Mais c'était pour montrer un petit peu le degré de répression qu'il pouvait y avoir à l'époque. Hein. On a eu les premiers, parce qu'après il y a eu les gilets jaunes juste derrière, mais les premiers éborgnés, c'est loi travail. Hein. Avec les tirs de LBD, etc. Donc, de toute façon, sur l'aspect répression, on va en revenir après, parce que je voulais voir quelques trucs. Mais déjà, pour rester, parce que tu parles de Valls, et quand moi je vois en ce moment le PS qui revient, Hollande, on nous annonce quand même que Hollande, ça serait pas mal. Ouais. Les trahisons du PS, moi j'en ai marre, parce que j'en ai marre d'entendre cette question de trahison. Pour moi, ils trahissent pas. Quand on voit les réformes qu'ils ont fait, la loi travail en est un exemple, mais parmi d'autres, c'est eux qui ont ramené la question de la d'échéance de nationalité sur la table. C'est eux qui ont ramené Oui, mais ils l'avaient pas annoncé au départ. Donc ce sujet. Il y a trahison quand même. Oui, non, mais alors moi, à l'époque, je veux bien qu'on puisse en discuter, quoique, quand même, dans le milieu militant, on est nombreux, où quand Hollande passe, on sait. Enfin, je veux dire... Moi, 2012, quand il a été élu Hollande, j'étais en week-end, je sais plus, je voulais pas être loin de ces élections de merde. Et je me rappelle, il y a un journaliste de Paris-Normandie, de Rouen, là, qui m'appelle... Je crois que c'était un rédacteur en chef, il m'appelle, il voulait l'impression d'un responsable syndical. Alors, vous êtes content? Vous êtes content? Hollande, il vient d'être élu, donc c'est la gauche. Vous la réclamez depuis tellement longtemps. La gauche, elle est là. Je dis, vous vous foutez de moi ou quoi? Ça va être pire, ça va pas être mieux. Si ce n'est pire, parce que là, du coup, ils vont avoir le champ libre. Donc, on aura des difficultés dans le mouvement ouvrier, parce que justement, ils vont s'en donner à cœur joie de taper sur des militants. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça avait fait débat, parce que j'étais en réunion ou en AG avec les copains, les camarades, ils disaient, mais tu peux pas dire ça quand même, que ça va pas être... C'est quand même... il va pas être auteur, il va essayer de voir les... Bon, après, je dis pas que je suis un visionnaire, hein, je dis pas ça, hein, je dis seulement que voilà... Oui, en effet, ils sont pas. C'est pas de la trahison, c'est dans leur gène. Maintenant, on peut plus parler de trahison depuis bien longtemps. Enfin, après tout, justement, on revient sur la loi travail. Ils ont foutu Valls, ils ont créé Macron, à un moment donné. Et Macron était dans le gouvernement quand même. Quand vous avez repeint leurs locaux, les images d'archives sont jolies. Non, mais franchement, il y a eu plusieurs fois. Hein. Il y a eu plusieurs fois le PS. Hein. Ah bah le PS, c'était à côté de l'UL, c'était du pain béni, quoi. Nous, aujourd'hui, on le sait, toi tu le sais, Alexis, on se retrouve dans les débats pour les municipales, parce que nous, on n'y va pas, mais évidemment, là, on parle avec les partis, les syndicats, les assos, et quand même, la grande négociation qu'il y a en ce moment, c'est est-ce que le PS peut rester autour de la table ou pas? Et il va rester autour de la table. Moi, ça me bute, personnellement. Oui, mais c'est le débat aussi qu'il y a partout, je veux dire, est-ce qu'on peut s'épargner du PS pour avoir une gauche forte?
Pour moi, c'est une déjà, si on veut une gauche, oui, mais si on veut une gauche France, il faut qu'il n'y ait que la gauche, quoi. Enfin, à un moment donné. Une gauche de rupture, quoi. Ouais, voilà. Oui, ben oui. Ah, mais c'est pas moi que tu vas Mais moi, je suis même pas convaincre. sur la rupture. Je pense, par exemple, j'ai des désaccords avec eux, je peux être d'accord avec eux sur certains trucs et tout ça, mais la FI, ils sont pas de rupture, ils sont pas anticapitalistes en soi. Et c'est pas grave, ils font leur part du taf, c'est des réformistes plus, et ils veulent aller vers une autre direction. Tant mieux, enfin, je veux dire, mais vraiment une gauche de gauche, on peut pas considérer qu'une gauche dont le bilan c'est quand même les lois travail, ça va être d'avoir plus accentué que la droite l'islamophobie actuelle, qui fait signer des lois contre les propos qui pourraient être tenus sur le colonialisme israélien, etc. Et qu'on se dise non, qu'on continue à douter et à se poser la question de est-ce qu'ils sont de notre camp ou pas. Pour moi, c'est comme poser la question de est-ce qu'on devrait pas foutre Sarko avec nous quand même. Non, mais en vrai. Bien sûr. Mais enfin, Hollande, c'est un malin. Hein. Je veux dire, là, c'est lui qui a brisé le nouveau Front populaire hein, dernièrement. Je veux dire, voilà, il est pas, c'est pas un, c'est pas un flambi. Hein. En plus, il est aidé par les médias d'obédience des milliardaires et tout ça, qui étaient vent debout contre nous à cette époque-là aussi. Ouais. La pression médiatique, elle était phénoménale. Aussi, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a eu quelques petites frictions avec des gens de BFM qui venaient sur les ronds-points. Ah bah oui, il y en a. Même TF1. TF1, ils sont venus, quand on était au sommet de la lutte, là, ils sont venus sur le Havre, ils étaient tous là. Hein. Tous là, ils demandaient tous des interviews et tout. Il y en a qui se sont pris... caméra. Non, mais bon, voilà, après, on peut pas nous chier dessus puis demander des interviews à côté de ça, quoi. Je veux dire, c'est... Enfin, liberté de la presse, évidemment, mais enfin, il faut un minimum de respect, quoi. On peut pas... Et que ce qui est dit sur la lutte elle-même et ce qui en est diffusé fait partie de la lutte, de toute façon. C'est ça. On voit bien comment la puissance médiatique qu'ils ont sont capables de péter des mouvements, de faire exister des idées qui, à la base, ne devraient même pas exister. Oui, bien sûr, ça fait partie... c'est l'enjeu aussi. Hein. Bon, voilà, donc on était quand même dans un... Alors, médiatiquement, on avait un rouleau compresseur en face de nous, mais cependant, voilà, on avait l'opinion avec nous, malgré tout. On avait la répression, hein, tout le volet répressif, là, il y a eu des centaines d'arrestations hein, pendant la loi travail. Rappelez-vous, un Faucom qui a été attaqué avec cette affiche-là, hein, par Cazeneuve. Hein. Il y a eu des plaintes et tout, parce qu'ils ont mis du sang avec la police, quoi. Sauf qu'on était en plein dedans. Et ça, c'est les lois travail. Hein. C'est vrai. C'était de l'acharnement. C'était de l'acharnement. Comme ils savaient qu'on avait l'opinion, il fallait détourner l'attention des citoyens, quoi. Et puis, enfin ouais, c'était dur. Ouais, après, voilà, il y avait une belle solidarité, quoi. Franchement, il y avait une belle solidarité. Quand il y a eu les raffineurs qui se sont mis en grève, on était tous là-bas. Dès 6 heures, on envoyait des textos pour dire tout le monde là-bas. On savait, on sortait d'AG, on disait tenez-vous prêts, mettez le téléphone sur la table de nuit et puis on va vous appeler, quoi. Et voilà, on y arrivait. Bon, après, c'était compliqué parce qu'ils sont allés sur le volet juridique, quoi, avec les réquisitions. Puis les gens commençaient à avoir peur, quoi. C'était compliqué, mais cependant, on a commencé à parler de pénurie, quoi. Hein. Même si ça représentait peut-être que 20-30% Mais il y a eu des secteurs comme les aéroports, etc., qui ont été bien emmerdés. Hein. Donc on a réussi des belles choses. C'est pour ça que je dis pas que c'est un échec total. En effet, la loi travail, elle est passée. Bon, après, la conséquence, c'est sur les petites entreprises, quoi. Les petites entreprises, ils ont morflé. Les salariés ne sont pas organisés syndicalement, ils ont morflé, c'est clair. Nous, ici, la loi travail, elle n'a eu aucun effet. À part, oui, évidemment, mais même pas, parce que pour nous, par exemple, hein, tu vois, avant, on avait un CHSCT dans l'entreprise qui avait un super pouvoir. Bon, après, c'est la négociation d'entreprise. Nous, on a négocié un accord sur le droit syndical et la mise en place du CSE, où on donne à la C2SCT les mêmes prérogatives que la CHSCT. On a réussi à obtenir ça, nous. Mais parce qu'on a un rapport de force dans la boîte, on est
Oui, comme tu dis, vous êtes une grosse voix, voilà. très syndiquée, mais c'est pas le cas de la plupart du pays, de toute façon. Mais non, c'est ça. Donc, Et que même en plus de ça, c'est cumulé toute l'ubérisation du travail qui est dans la continuité de ça. C'est ça, voilà. Moi, je le vois, moi, dans mon métier, c'est la restauration, qui est un secteur plus que dépolitisé, et qui, restauration, hôtellerie, l'un des premiers secteurs du pays. Je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau syndical dans ce secteur-là. Tout à fait. Hein. C'est l'un des métiers les plus précaires en termes de conditions, d'horaires et de ça. Là, ils sont en train d'embaucher des cuisiniers, des chefs en auto-entrepreneur. Ils font des annonces. Venez, soyez libres, vous êtes payés à l'heure. J'ai vu une annonce, 8 € de l'heure. 8 €. Mais c'est de la facture, il n'y a pas du droit du travail, c'est de la facture. Tu vois. Oui, c'est ça. Alors, à quel point c'est légal, je ne sais pas. L'annonce y était. C'est pour ça que je dis que c'est pas nécessairement une défaite, parce que déjà on a appris des choses de nos erreurs, même si moi je pense que si on avait tout le monde avait suivi un peu cette stratégie dans certaines villes, hein, Nantes, Rennes, Marseille, Le Havre, Bordeaux même, enfin voilà, je veux dire, si tout le monde avait suivi cette stratégie de blocage de l'économie et de diversité d'actions, c'est l'enjeu de toute façon. On y serait arrivé. Bien sûr. On y serait arrivé. Donc, voilà, il faut... et après, on a vu la réforme, là, dernièrement, en 2023, sur les retraites, on a refait la même. C'est ce que j'allais te dire. Tu sais quoi, on va faire un peu de... On va sortir un peu, parce que le but, c'est de prendre du recul, donc on va regarder ce qui s'est passé après. Il y a eu les Gilets jaunes. Il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu les révoltes populaires dans les quartiers aussi, et puis il y a eu les retraites. Sur les révoltes populaires de quartier, on va y revenir après, parce que j'ai justement quelques questions là-dessus. Mais toi, tu as vécu comment les Gilets jaunes, et tu as vécu comment les lois retraites, qui sont beaucoup plus, on va dire, classiques dans l'agenda syndical de lutte? Bon. On va commencer par les Gilets jaunes alors. La consigne est simple, tous derrière la banderole de tête où les manifestants ont choisi l'écriture poétique avec ces mots « main dans la main pour de meilleurs lendemains ». En revanche, les slogans sont eux directs. De nouveau retrouvés en début d'après-midi, encore plus nombreux mais aussi plus tendus. La manifestation partie de la gare a marché vers la plage. Le face-à-face avec les forces de l'ordre se durcit très vite. Jet de galets d'un côté, tir de l'autre. Un manifestant est blessé au cou. Il s'est pris un tir de flashball dans le cou, donc il a une grosse ouverture de à peu près 7 cm, 10 cm de long et 4-5 de large. Donc il a besoin d'être cousu. Donc là, on attend les pompiers pour l'emmener aux urgences. Les Gilets jaunes, moi j'ai été dépité dans un premier temps de notre manque de soutien des organisations syndicales, sous prétexte qu'il y avait des fachos dans le mouvement, etc. Mais en effet, tu peux dire ce que tu veux quand tu vas pas sur le terrain. Hein. Tu peux dire, bah voilà, ils sont comme ça, ils sont voilà, mais si tu les rencontres pas, tu peux pas savoir en fin de compte. Hein. Bien sûr. Voilà, nous, il fallait nous on en avait ici, hein, sur les ronds-points aéroports, Calvaire, on avait des gilets jaunes. Hein, il suffisait juste de s'arrêter et puis de discuter avec eux. En effet, moi j'ai vu des gars qui avaient des discours qui étaient extrémistes, hein, voilà, mais pas du bon côté, quoi. Et mais après, il faut discuter aussi. Ils sont pas fachos dans l'âme, quoi. Après, s'ils sont là, c'est qu'ils ont aussi un objectif commun. La vie chère, l'inflation, et qu'ils n'arrivent plus à bouffer, quoi. Donc c'est à nous aussi de les convaincre de convergence, d'unité aussi. Et là, moi, j'étais en désaccord complet avec notre instance, avec nos instances hein, locales, fédérales, nationales. Nous, on était complètement dissociés de notre organe. Hein. D'abord, un mouvement de colère, mais une colère qui date depuis plusieurs mois, que la CGT a contribué à faire augmenter. Après, il y a dans ces citoyens qui sont sincères, qui n'en peuvent plus, et c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, il y a des récupérations, pas que politiques, hein, patronales aussi,
patronale. Expliquez. Parce qu'on sait bien que derrière non à l'augmentation des taxes, il y a un certain nombre de patrons qui, dans taxes, mettent cotisation sociale, par exemple. Or, c'est pas du tout la même chose. Donc, vous voyez, nous pensons que cette colère, elle est légitime, mais il faut que le débat il soit plus large que ça. Parce que le fond du fond, c'est derrière le pouvoir d'achat, c'est la question des salaires. Vous avez tous entendu un certain nombre de citoyens qui ont des gilets jaunes. On le voit dans les entreprises, que c'est des citoyens et des salariés qui n'ont jamais croisé de syndicat. Forcément, ils ont peut-être une image faussée du rôle des syndicats, de ce qu'ils font. Donc il a fallu apprendre à se connaître. C'est ce qui explique ce délai, mais il y a eu beaucoup de discussions, on leur a ouvert nos locaux dans les départements, dans les villes, et puis il y a eu des réunions, puis ça donne la journée d'aujourd'hui qui est déjà une réussite, on peut le dire. Ben moi, je me souviens à gauche à l'époque, moi je n'étais pas du tout roi, mais c'est vrai qu'il y a eu, en fait, face au fait de ne pas savoir quoi faire, on a préféré les voir que comme des réactionnaires. C'est ça. Mais en plus de façon moi je me rappelle de conversations caricaturales que j'avais avec les gens, comme si dans le reste des luttes qu'on menait, il y avait que des gens extrêmement progressistes à chaque fois. On se réinventait un monde qui n'était pas le cas. Mais je pense que les organisations syndicales, ils ont été pris de court sur ce mouvement populaire, qui n'était pas organisé syndicalement, politiquement. C'était un mouvement citoyen. Et ils ne savaient pas comment s'impliquer dedans. Voilà. Et ça les a effrayés. Pour moi, hein, c'est mon point de vue. Hein, je pense que ça a effrayé les directions syndicales, quoi. Se dire, mais comment un mouvement populaire issu de nulle part peut se saisir d'un mouvement d'une telle ampleur, quoi. On n'est pas préparé, vous ne nous avez pas prévenu, quoi. On n'est pas là, nous, il faut... Donc, bah voilà. On leur chie dessus, quoi. On dit que... c'est des fachos, c'est tous des fachos. Ça permet de pas se salir les mains dans le doute. En plus. C'est toujours c'est toujours l'enjeu. Moi, je sais... c'est du boulot en moins. Hein. C'est du boulot en moins, c'est des prises de risques en moins aussi. C'est ça. Parce que oui, on entendait quelques discours un peu réactionnaires, un peu... Oui. Mais à la fin, somme toute, quand on voit comment le mouvement a évolué, le mouvement s'est déporté à gauche, parce que de toute façon, les gens, quand ils ont des préoccupations, ils ont dû se former sur ces questions-là, s'interroger. C'est un grand moment d'éducation populaire où les gens... il y avait de tout, mais justement, dans ce tout, ça a quand même... Il y a eu une évidence de gauche dans le mouvement global, et quand on voit les cahiers de doléances, moi j'aimerais qu'on puisse les lire, ces cahiers de doléances, parce que moi, ce que j'ai vu de groupes de gilets jaunes, quand ils ont fait des listes de revendications, franchement, c'est limite un beau programme électoral déjà, quoi. Moi, je me rappelle, hein, au tout début des gilets jaunes, il y en avait partout, hein, ça fleurissait de partout. Et moi, j'étais dans la campagne, j'étais en scooter, je me rappelle, là, et puis je vais aller les voir, quoi. Puis, j'étais accueilli j'étais reconnu, voilà, par certains. Il y en a un qui a dû dire, ouais, la CGT avec nous, puis il y en a un autre qui dit, on veut pas de syndicat. Je suis allé le voir, hein, direct. Hein. Bah oui. Je suis allé le voir, pourquoi tu veux pas de syndicat? C'est quoi ton intérêt? Si tu as les syndicats avec toi, tu ne crois pas qu'il y a possibilité de gagner plus facilement? Mais non, les syndicats n'ont pas été sur le terrain des gilets jaunes en général. Hein. Après, oui, bien sûr. En général, non. Il y en avait même eu, nous, des déclarations, des communiqués syndicaux. Et moi, j'ai écrit, hein, je répondais, je disais... c'est inadmissible de... Ah, vous aviez eu des communiqués... Ah oui, on a eu des communiqués pour dire, voilà, c'est l'extrême droite qui surgit des ronds-points, quoi. Voilà, on a eu ça. Enfin, avec mes mots à moi, mais voilà. Non, mais bien sûr. Bah écoute, c'est quoi, les retraites, on va voir un peu plus tard, parce que on va rester un peu sur là où les syndicats ont pour l'instant des difficultés, on va dire, en France. Donc, je vais revenir sur les révoltes de quartier. Moi, c'est vrai, nous, au Havre des Luttes, c'est pas un secret, c'est un problème qui nous paraît central dans le pays. La lutte des classes et les problèmes racistes, c'est pas une surprise. Et c'est vrai que à l'époque, déjà, après les réformes de retraite de 2010, ils nous sortent l'affaire des burkinis. Juste après. Après les lois travail, c'est... non, les burkinis, c'est après les lois travail, je crois, la burqa, c'était... bref. Et là...
après les retraites, on nous parle de la baya, et bon là c'est en train de lâcher complètement. Il y a eu à l'époque, avant les lois retraites et tout ça, l'affaire Ziad Bouna. Il y a là l'affaire de Naël, donc des meurtres policiers successifs. Une organisation du racisme d'État qui est de plus en plus claire. Et nous, et ça c'est pas que les syndicats, mais c'est dans tous les partis. Voilà, enfin, dans tous les partis. Syndicats, partis, ça, c'est un sujet. Il est tellement dur à aborder. Et moi, je me dis, nous, on a eu des débats parce qu'en plus, les gens savent qu'on traite ces sujets-là. Et très vite, on va venir nous voir en nous disant, oui, mais loi retraite, il faut que les quartiers viennent avec nous. Faut que les quartiers viennent avec nous. Mais quand est-ce que nous, on va, parce que bon, les quartiers, on va pas sentir, c'est grosso modo les Noirs et les Arabes. Et nous, ouais, mais sur les autres luttes, quand il y a des gamins qui meurent, quand est-ce qu'on y va? Là, vous demandez pour la retraite au quartier de venir. Et si sur les franges de la population les plus précaires, la retraite n'est pas une problématique. On l'atteint pas, la retraite, enfin on l'atteint pas, et quand on atteint l'âge de la retraite, on n'y a pas le droit. Parce qu'on n'a pas toutes les cotises, parce que quand on en a chez au RSA, au RSA on ne cotise pas à la retraite. Quand on a été une daronne de 4 gamins, on n'a pas pu bosser, c'est pareil, etc. etc. Et là, on voit une grosse vague d'islamophobie qui commence. Et moi, je me dis, il faut qu'on fasse à un moment donné aussi à gauche le bilan sur cette question-là. Quand est-ce que on ne peut pas avoir une grande partie du pays prolétarisé qui est faite de personnes racisées et de se dire que le principal souci qui les occupe, qui est la violence raciste qu'ils ont de l'État, elle n'est que secondaire. Et moi, c'est une position des syndicats, je ne la comprends pas. Ouais, mais je suis d'accord, on est vraiment, on n'est pas bon. On n'est pas bon sur ces questions de la jeunesse ou de la jeunesse et de tous ces quartiers, de rassemblement autour des quartiers populaires, on n'est vraiment pas bon. Voilà, mais tu sais, tu vas dans les instances de la CGT, déjà tu as beaucoup de vieux. Enfin, je suis bien placé pour en parler, on va dire, voilà, tu as beaucoup de vieux et on préfère stigmatiser plutôt. Enfin, stigmatiser, ça nous sert aussi à voiler un peu nos incapacités, quoi. Tu vois, en disant, voilà, de toute façon, les quartiers, s'ils se bougeaient, on gagnerait, mais ils se bougent pas, ils font rien. Les chômeurs, c'est quand même la part du salariat qui est la plus importante. Et ils se bougent pas, ils remuent pas leur cul, donc tant qu'ils seront devant leur télé, mais comment on fait pour aller les chercher ? Comment on fait pour les capter? Et que la pression, elle n'est pas la même. Tu parlais de violence policière. Mais oui. Moi, je me souviens, dans ma famille à Paris, donc ma famille à Paris, algérienne, qui habite en 93. Moi, au Pays Basque, on est dans les mouvements plus indépendantistes basques et tout ça. Quand au moment de la loi travail, la répression est dénoncée massivement comme une surprise gigantesque, nous, c'est à ce moment-là où on réalise qu'elle n'est pas systématique. On se dit, putain, mais nous, on a l'habitude, en fait. Mais vous découvrez. Mais il y a plein de gens pour qui c'est pas... Là, on a quand même... Moi, je suis affolé de voir, on a un maire au Havre qui a créé la Bravem, qui fait partie du gouvernement, il a été Premier ministre. On n'en parle pas sur la répression des quartiers où aujourd'hui, l'Arsenal, il est déplié à chaque fois. Et c'est vrai, moi, je vois moi, j'ai vécu des réunions avec des présences de partis et de syndicats, notamment à la mort de Naël, ici. C'est les premières sur ces questions-là que j'ai vécues. Et sur la Palestine, parce qu'on peut se dire que ce n'est pas le même sujet, mais le racisme rentre quand même beaucoup en compte sur la prise en compte de ce sujet-là, où le discours entre les luttes ouvrières classiques et ces luttes-là qu'on ne prend pas pour des luttes ouvrières, paradoxalement, c'est oui, il faut libérer tous les syndicats qui sont en garde à vue, tous les syndicalistes qui sont en garde à vue. Et moi j'ai entendu quand c'était pour les jeunes qui s'étaient fait choper pour la garde à vue Naël, la justice est individuelle. On va aller leur parler foot, on ne va pas leur parler politique. Putain, Et puis on n'est pas sur le terrain pour capter la jeunesse, les quartiers populaires, souvent qui sont très liés, quoi. Et moi je vois en 2016, donc pendant la loi travail, on avait notre comité général, on a coopté, puisqu'on était dans la convergence avec les jeunes, on a coopté des jeunes pour monter un syndicat CGT dans les facs. Et ça c'était complètement novateur. Moi j'ai été... nous on a été bloqués par ces idées-là, par notre confédération qui disait c'est pas statutaire, quoi. Bien sûr.
On n'a pas un syndicat d'étudiants. Tu vois? Et Ah c'est compliqué. Hein. Tu te bats contre des rouleaux compresseurs, quoi. C'est hyper compliqué, quoi. Mais après, il y a tellement comme orga qui arrive. Je veux dire, qui arrive à capter les jeunes, qui arrive à capter les quartiers populaires, etc. Les quartiers populaires, en fait, et grosso modo les personnes racisées, pas tant, parce qu'il y a toute une historicité de destruction de toute tentative d'organisation par la droite, mais par la gauche aussi. Enfin, c'est le fameux gouvernement Valls qui commence à détricoter le CCIF à l'époque. C'est eux qui commencent à mettre sur la table la déchéance de nationalité. Tu as la double nationalité, bon, si tu as fait des conneries, tu as un Français en sursis. C'est quand même ce qu'ils disent aux populations, et grosso modo on sait que c'est les Noirs, les Algériens, de ça qui sont visés, c'est on leur dit, vous êtes des Français en sursis. C'est quand même un statut, enfin, on est sur... voilà, vous restez les indigènes de la République, tu vois. Ça, ouais. C'est quand même... Les colonisés, quoi. Ouais, c'est les colonisés. À vie. Exactement. Et moi, par contre, pour parler avec les organisations qui s'occupent de ces sujets-là, moi je pense en fait il suffirait que les syndicats, bon, notamment la CGT, hein, parce que moi c'est le syndicat auquel je crois le plus aussi, donc s'y inquiète un peu, ce que tu dis, faire du terrain. Se dire, bon, va falloir qu'on voit différemment la chose, qu'on ouvre peut-être d'autres sections syndicales qui innovent un petit peu, sur tous les métiers ubérisés, sur... moi, il y a un gamin mort, c'est vrai, où la Palestine, nous on est plein de la gauche, qui n'est pas forcément classiquement syndicale, etc. On est un peu déçus de ne pas avoir un mouvement beaucoup plus massif des syndicats sur une question de génocide. Et c'est vrai que... Ouais, bon, je te parle de mes inquiétudes à moi, bref. Ça commence à sortir, hein, tu vois. Bien sûr. Les premiers qui ont sorti les mots génocide, hein, bon, je pense notamment à mon camarade Anas Kazib, hein, de Révolution Permanente, qui va être convoqué au mois de juin sur cette question-là. Je veux dire, bon, après... J'ai envie de dire, bon, à part Macron, à part Netanyahou, il n'y a plus grand monde qui ne parle pas de génocide, quoi. Je veux dire, ils commencent à se libérer parce qu'ils sentent qu'il y a un mouvement, un élan populaire aussi, hein, parce que voilà, enfin, à un moment donné, tu peux pas, en tant que responsable politique, tu peux plus... Le mouvement populaire, en fait, il y était, mais c'est pas le peuple habituel. Oui. C'est le peuple qui est rejeté. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a aussi de ça, tu vois. Oui, je suis d'accord. Et puis... Regarde, je vais prendre un exemple de ton syndicat de Belge. Nous, on est resté sur le cul quand on voit Sophie Binet sur BFM dire « Ouais, non, sur la Baïa, on est d'accord, c'est un problème. Nous, effectivement... » Si, non, mais on va commencer à contrôler les tenues des meufs pour dire... Non, mais là, on te détourne de l'actualité, et puis on va te parler... on va te parler de l'islam, quoi. On va te parler des voiles, mais pour etc. Nous, on se dit, il faut qu'elle y aille frontalement. Dire, mais oui. Non, mais c'est du racisme. Et que, paf, il n'y a pas... Enfin, en plus, tu vois, ça va pas... non, on est... on est en décalage. Est-ce que c'est pas la part du peuple qu'il manque pour gagner une lutte massive? Oui. Tu vois? Oui, je suis d'accord. Oui, on n'y arrivera pas, nous, tout seuls. Nous, on n'y arrivera pas tout seul, on n'y arrivera pas, les quartiers n'y arriveront pas tout seuls. Enfin, je veux dire, il manque cette convergence aujourd'hui. Ben ouais. Bon, super. C'était une parenthèse. oui, c'est une parenthèse, mais nous, je te dis, nous, ça c'est le cœur de nos préoccupations en ce moment. Et donc après arrivent les lois retraites. Ouais. Comment tu les as vécues? Parce que nous, en 2023 Ouais. Moi, je vais te donner mon impression. Ouais, vas-y. Nous, j'avais l'impression qu'on nous a envoyés à la défaite, mais qu'il dès le départ. On te fout en plus la CFDT devant, et on t'annonce, on y va pour la gloire, soyez beaux. Non, puis là, pour le coup, nous, en tant que syndicat historiquement de lutte de classe, hein, quand j'ai vu que Laurent Berger il a pris le lead sur Martinez, c'est gênant. Hein. C'est gênant. C'est le premier truc qui nous a déçus. Il s'est fait complètement embobiner par l'intersyndicale. Et alors là, pour le coup, au niveau local, on était en plein dedans. Tant qu'on est tous ensemble, on va y arriver. Sur quel mot d'ordre? Être ensemble. Voilà, c'est ça. Enfin, si c'est être ensemble pour exister, ça sert à rien. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'efficacité.
Je veux dire, c'est... Nous, ce qu'on a mené, même en 2010, il y avait la CFDT avec nous en 2010 au niveau local. Mais bon, ils étaient sur le même mot d'ordre, jusqu'au bout. Bon, après, ça s'est barré un peu en couille, mais je veux dire, globalement, on était sur la même ligne en 2010. En 2016, bon, il n'y avait pas la CFDT, on avait FO, qui était sur la même longueur d'onde. On était d'accord. Bon, après, je ne dis pas que tout est rose, tout est facile, que ça coule tout seul. Non, c'est pas vrai. Mais après, c'est ton rôle aussi de responsable syndical de tenir un peu les rênes et puis de mener, quoi. Je veux dire, voilà. Et, ici, quand on a fait la lutte sur le plan social, on avait tout. On avait l'UNSA, CFDT, CGC. Moi, il a fallu que je tienne notre équipe CGT parce qu'il y en a qui voulaient exploser la tronche de certains militants des autres organisations. Mais on a tenu l'intersyndicale jusqu'au bout. Parce qu'on était sur le même objectif, retrait du plan. Dès le départ, jusqu'au bout. Ça a été compliqué, mais ça, tout le monde ne l'a pas vu, quoi. Et c'est un peu pareil au niveau, au niveau national. Enfin, moi, 2023, quand j'ai vu que dès le départ, on repartait sur la même. Journée saute-mouton, intersyndicale de merde, comme ça qu'il faut l'appeler, mot d'ordre de merde, communiqué de merde, bah démerde-toi avec ça sur le terrain. Comment tu fais? Comment tu fais sur le terrain? Alors localement, ça va, on a l'UL d'Arfleur qui est plutôt sur les blocages, etc. Donc, mais c'est pas assez. On est trop faible. L'UL d'Arfleur n'est pas suffisante à elle seule, quoi. On n'a pas le nombre. Bien sûr. On n'a pas le nombre, on n'a pas la durée. Enfin voilà, c'est même si on a mené des belles actions. Je ne dis pas le contraire, mais là pour le coup, moi 2016 j'y croyais. Moi j'y croyais. Ah ben c'est ça. 2016, moi je revois les archives, j'y crois encore. Non mais clairement. Moi j'y croyais quand je disais, bah voilà, enfin t'avais le téléphone, t'appelais sur les 10 blocages de l'agglo, tu dis ça, nickel, ça passe pas, nickel, ça passe pas. Mais putain, déroulez tout ça sur le territoire, vous allez voir. Ils vont se mettre autour de la table. Ben ouais. C'est sûr, parce que l'objectif c'est ça, hein. C'est qu'on arrive à une négociation. C'est ça l'objectif. Enfin moi c'est mon rôle de syndicaliste, hein, au bout du bout. Nous, le plan social ici, vous nous imposez des suppressions de postes, ben on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur des postes. Moi, je ne veux pas mettre... Ils nous attendaient à la barrière tout de suite. Hein. Nous dire, bah, tu vois, c'est des gros beaufs, ils vont mettre les palettes, ils vont cramer du pneu, puis voilà, ils vont attendre là, sagement, en cuisant leur merguez. Nous, on n'a pas pris le sujet comme ça. On est rentré dans le truc. On a dit, ah ok, vous voulez supprimer ces postes, pourquoi vous les supprimez? Puis voilà, puis après, on a diversifié, pareil, tout ça. Puis après, quand on a eu un blocage, on a dit, on se met à la barrière. Il n'y a plus rien qui rentre. Et c'est là qu'on a négocié. C'est là que la DRETS, la directe, elle a dit faut pas laisser pourrir le mouvement. Et c'est là qu'on a négocié. Ouais, mais tu maîtrises le dossier, tu... Ben oui. Et là, l'objectif, c'était ça. Mais quand tu pars avec quand tu pars sur une base comme ça, avec bon, bah là, on manifeste le 9 mai, et puis là, le 12 mai, et puis là, bon, le 17, on a déjà une action, hein, voilà. Faut arrêter, quoi. Les gens, tu les épuises. Et elle était enfin, ce mouvement, il était extrêmement centralisé. On attendait. Mais oui. Et moi je me rappelle, j'ai l'impression que c'est le mouvement qui a fini d'épuiser les gens. Et que là, on est encore sur... là, je vois tout le monde a envie que ça repart. Et tout le monde est fatigué. Ouais. Et bah, la répression montant aussi. Les gens flippent, c'est pas pareil. Donc, de plus en plus de répression, tu flippes, quoi. Il y a les échéances municipales, avec les guéguerres intestines qu'on connaît. Mais c'est vrai que ce mouvement-là des retraites, moi j'en garde un goût amer, quoi. Nous, on était ici, on se disait... nous, on n'appelait même plus aux manifs. Hein, parce que ça sert à rien. Tant que la CGT, elle ne sera pas dans des mots d'ordre clairs, dans une unité, sur les mêmes mots d'ordre que la CGT, moi, c'est comme ça que je vois l'unité syndicale. C'est comme ça. Tant qu'on ne sera pas sur du blocage, tant de l'économie, hein, j'entends, pas pour faire chier les gens, hein, c'est blocage de l'économie, il y a comme ça, c'est les prendre au portefeuille, quoi. Il y a comme ça qu'on y arrivera. Tant qu'on ne sera pas sur de la grève reconductible, ben c'est mort. Il faut revoir nos façons de faire. C'est pas en tapant des pétitions et puis... non, mais voilà, ok, ça peut servir
comment dire, de poids supplémentaire. Ça peut servir, mais c'est pas l'objet d'une lutte, quoi. Je vais pas derrière ton PC à faire une pétition. Ah bah, je suis content, j'ai signé ma pétition. On va obtenir le retrait de la réforme. Non, tant qu'on n'aura pas tout ça, grève reconductible, blocage, Et action, unité, eh ben on n'y arrivera pas. Bien sûr. La CGT continuera de perdre des adhérents. La CGT continuera de perdre de la représentativité dans les boîtes. Et puis voilà. Et c'est pas, je dis pas ça, c'est pas défaitiste. Mais après, c'est mon opinion aussi. Après, il faut adapter aussi ta lutte à ton contexte, à ton périmètre, à ton... Bien sûr. Voilà, tout ça, nous, c'est ce qu'on fait. Je veux dire, nous, on ne s'adresse pas de la même façon à des ingénieurs qu'à un ouvrier sur une machine. Il faut adapter aussi son discours. On n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas les mêmes besoins. Il n'y a pas les mêmes problèmes. Et ça, tant qu'on prend le sujet au même niveau, au niveau confédéral, on n'y arrivera pas. Donc oui, 2023, là, c'est un échec total, mais je m'y attendais. Donc c'est pas la même. C'est pas la même. 2016, j'y croyais, et on n'était pas loin. J'ai toujours dit, on n'était pas loin de le gagner. Enfin, il faut voir tout ce qu'on a fait, la solidarité qui s'est mise en place, les caisses de grève, Infocom qui vient pendant une manif, qui nous amène un chèque de 50 000 balles. Enfin, c'est pas des petits trucs, quoi. Ça donne de la pêche, quoi. Ça donne de la pêche à la lutte. Voilà, c'est tout ça c'est toutes ces actions cumulées qui fait que tu peux gagner. Mais après, si tu te cantonnes à des journées saute-mouton, les gens ils veulent plus. Nous ici, le 5 juin, c'est la prochaine manif là pour le retrait de la loi sur les retraites. Ok, on va se mettre en grève. Mais pour une manif, quoi, je veux dire, enfin nous, ça ne nous intéresse pas. Et ça dérange personne. Et ça dérange pas le patronat. Pendant la loi retraite, l'impression qu'on avait, mis à part, comme tu dis, l'UL Darfleur qui a un fonctionnement qui est quand même souvent à l'avant-garde de la lutte, on va pas se mentir. Mais nous, l'impression qu'on avait depuis le Havre, c'est qu'on nous convoquait à faire une randonnée autorisée. Tu vois, c'est limite du folklore pour le patronat. Bon, allez, ils font leurs quelques trucs, on va les laisser, ils vont batailler quelques mois, puis c'est fini. On sait, c'est le folklore. Et nous, c'est vrai, il y a un petit énervement dedans, quoi. Ouais, nous, on est en plein dedans. Je veux dire, moi je suis pas syndicaliste avec mes potes là pour se contenter de 3 slogans dans une manif de merde et puis de 2-3 applaudissements à des fenêtres, quoi. Je suis pas là pour ça, moi. Mais ouais, c'est ça. Je suis pas là pour ça. On veut créer un rapport de force et gagner. Enfin, oui. C'est quand même le but à la fin. Le but, c'est de gagner. Si c'est ouais, bon, allez, on va faire quelque chose, quoi, parce qu'on n'y croit pas trop. Au 5 juin, Sophie Binet, elle a lancé ça, mais on n'y croit pas trop, donc on va faire une manif, quoi. Et on perd notre temps. On manque de victoire. Ça fait longtemps, depuis le CPE, qu'on n'a pas gagné. Ouais, toi aussi, tu penses qu'on manque. Nous, oui. je sais, nous, c'est un truc. Même si sur la loi travail, je suis pas super amer, défaitiste. Ok, on a perdu, mais je veux dire, on a gagné tellement de choses à côté. Bien sûr. Oui, mais toi, moi, quand je dis qu'on manque de victoire, là, je pense à quelque chose de plus large, parce que toi, t'es dedans. T'es un peu comme nous, tu vois, nous, il y a des défaites qu'on vit comme des victoires, et on sait pourquoi. Parce que dans les rapports de force, parce qu'au long terme, parce que ce que ça a produit comme militant, ou comme nouveau biais de pensée, Puis je suis conscient, je sais pourquoi on a perdu. Ouais. Je sais pourquoi on a perdu. 2023 aussi, mais ça, c'était perdu d'avance, quoi. Et pourquoi on a perdu ? Pourquoi on a perdu ? Parce qu'on n'a pas suivi une stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de blocage d'économie. Il y a plus de villes. Voilà. On en avait, il y en avait un peu partout. Quand on a dit le havre de grève, c'est parce qu'on était dans ces villes qui ont initié ces mouvements-là. Mais on n'était pas les premiers, je pense. Enfin, moi, je revendique pas le havre de grève, enfin le havre champion de la lutte, ou je sais plus là. Mais bon, bref, je revendique pas ça du tout. On était parmi les villes les plus combatives, ça c'est vrai. On avait tout pour réussir, un port très fort, une zone industrielle marquée, enfin une histoire, enfin voilà, un bastion de lutte. Mais moi, on aurait pu gagner, je pense qu'on aurait pu gagner. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. La conférence sur industrie et écologie, faite par la CGT à Harfleur. Non, j'y étais pas. Tu y étais pas. Moi, c'est les chiffres annoncés de licenciements, de fermetures,
C'est tellement facile maintenant. Regarde Exxon. C'est tellement facile. Bah ça, c'est au travail. Hein. Bah voilà, la branche plastique, pas assez rentable, on la ferme. 300 postes en moins, bim. Ouais, mais tu vois, les gens hors des syndicats, même dans les syndicats, mais hors des syndicats et de la lutte, ils se sentent démunis. Parce que pour nous, il y a des moments comme ça qui sont des moments de lutte importants. Par exemple, moi je pense que la Palestine, c'est un drame ce qui se passe en ce moment, mais les sujets qui reviennent et le rapport de force même mondial qui existe, parce que la France, on ne peut pas dire qu'on est à l'avant-garde de la lutte, et quand même, il y a un internationalisme qui revient, une conscience de l'impérialisme qui revient, tu vois, dedans, on sait qu'il y a des choses qui... Colonialisme. Voilà, il y a des sujets qui reviennent sur la bande de la scène qu'on a eu beaucoup de mal à faire venir depuis longtemps. Malheureusement un drame, mais c'est souvent par les drames que ça arrive. Mais le sujet réexiste politiquement. Pour la loi travail, c'est pareil, ça a fait ça. La loi retraite, elle a raté ça, elle n'a pas ramené de nouveaux sujets sur la table, elle n'a pas politisé la question, ça n'a pas amené la politique au milieu de la table. Oui, c'est vrai. Mais pour tous les gens à l'extérieur, eux, ce qu'ils voient, c'est comme tu dis depuis le CPE, mais il n'y a pas une victoire. Pourquoi Macron, pourquoi Macron, il pleure devant la guerre en Ukraine? Pourquoi Macron, il s'indigne de tout ça, de tout ce qui se passe en Ukraine, puis à Gaza? On ne peut pas dire que c'est un génocide. Seuls les historiens peuvent dire ça, quoi. C'est lamentable, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts en Ukraine. Il n'y a aucun intérêt à s'investir contre Israël, quoi. Bien sûr. Et il y a même voilà, des c'est fortes tout le alliances temps. avec Israël en plus. C'est toujours politique. C'est toujours le politique qui est derrière, quoi. Bien sûr. Mais nous, c'est notre rôle, le syndicat, d'interpeller là-dessus, dans les ateliers, d'interpeller nos camarades sur ce qui se passe dans... Moi, je suis militant pour la cause sahraoui. C'est exactement la même chose qui se passe au Sahara occidental. On n'en parle pas, mais c'est exactement la même chose. Ils sont en guerre, là, contre le Maroc. Et personne n'en parle. Il y a des morts tous les jours au Sahara occidental. Personne n'en parle. Et c'est la même chose. C'est l'annexion du Sahara occidental par le Maroc. Et là, tu sais ce qui se passe avec les relations... moi, je pense que ça part de là, hein, les relations hyper tendues qu'il y a avec l'Algérie en ce moment, ça part du conflit sahraoui. Hein. Parce que l'Algérie soutient la cause sahraoui Oui, et ça en plus couplé aussi, moi je pense aussi sur ces questions-là, il y a aussi... il y a une forte instrumentalisation. Alors Retailleau, lui, ça lui fait ses élections. On sait que dans le racisme, dans l'islamophobie qui est actuellement, mais les Algériens, c'est un peu ceux sur qui il faut taper le plus, et donc travailler sur ces tensions-là, en plus des rapports justement internationaux. Ouais. Évidemment que c'est lié. Nous, c'est pour ça d'ailleurs qu'on déplore que ce ne soit pas plus travaillé au corps. Mais ouais, toi maintenant, là où on en est aujourd'hui, parce que nous, en ce moment, on fait des bilans, on fait que ça. Putain, depuis 2 ans, je te jure, on fait que des bilans. Toi, t'en fais quoi comme bilan et qu'est-ce que tu penses ça va être la suite? Qu'est-ce que tu espères en tout cas? Parce que bon, personne n'est Madame Soleil. Bah moi, ce que j'espère, c'est que les questions d'internationalisme, tout ça, puissent éveiller un peu les consciences aussi. Hein. Voilà, c'est tout ce qui se passe aux États-Unis, en Italie, dans les pays de l'Est, éveille un peu les consciences et fédère et rassemble autour de la lutte, quoi. Voilà, parce que c'est partout les mêmes, on retrouve partout les mêmes dirigeants politiques qui mènent cette politique raciste, xénophobe et comment dire de précarité aussi. Hein. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là dont il faut s'emparer. Si on ne va pas sur le terrain de l'internationalisme, on est foutu, on est cantonné à faire des bilans de ce qui se passe dans nos pays, quoi, ou dans nos localités, etc. Je veux dire, il faut pousser le débat beaucoup plus loin, quoi. Il faut aller sur des questions d'internationalisme. Et là, je ressors d'un meeting de Révolution Permanente où ils ont eu des invités de marque, des militants qui se battent dans tous les pays, quoi,
que ce soit contre Trump ou Mélanie, etc. quoi. Donc, et quand on partage toutes nos luttes comme ça au niveau international, ça a plus de poids. Et on est regardé différemment aussi. Oui, et qu'il y a eu une mondialisation de la répression et pas encore de la lutte. C'est ça. Il faut aussi, donc il faut se saisir de tout ça. Et nous, à notre échelle, chez nous, on est un syndicat d'entreprise. Hein, voilà. Et on essaye d'aller sur ce terrain-là aussi, parce que nous, on a des syndicats étrangers, hein, donc italiens, portugais, enfin voilà, Espagne, allemand, etc. Donc on essaye de rassembler en premier lieu sur des besoins d'entreprise. Mais si on arrive déjà à faire ça, à créer une unité sur ces besoins-là, sur ces aspirations-là, moi je dis toujours, il faut se servir du terrain industriel pour... parce que c'est notre place hein, aujourd'hui, voilà, on n'est pas... pour ensuite emmener tout le monde sur les autres sujets, quoi. Oui, que ça fait partie, nous, c'est vrai, c'est un des trucs, quand on doute, on se redemande toujours qu'est-ce qu'on peut faire de là où on est. C'est toujours revenir. Nous, des fois aussi, c'est un peu ce qui nous a épuisé, je pense, ces dernières années, c'est qu'on nous a systématiquement envoyé sur des questions nationales et très loin de notre emprise. Ouais, et puis, enfin, moi, un syndicat, c'est pas que l'emploi. C'est pas que l'emploi. C'est pas ça. Et là, on se cantonne, au niveau confédéral, on se cantonne dans l'emploi, quoi. Là, le 5 juin, c'est emploi, retraite, salaire. Voilà, tout ce qui touche le salarié, quoi, ou l'agent. Mais c'est tout. Moi, j'aimerais bien qu'on parle le 5 juin de la Palestine, ou qu'on parle d'autres sujets, de l'ubérisation, ou de ce que fait Trump, et les conséquences que ça a. Tu parles d'un sujet, t'aimerais qu'on parle ? Toujours pareil, on nous envoie manifester, pas discuter, tu vois. Voilà. C'est en ça que 2016 aussi, en même temps, regarde ça, je vois le nombre de lieux de parole, de débats, de ce que tu dis. Bon, pas d'accord, mais on fait de façon plurielle, et puis on y va sous diverses modalités. Et puis. Mais on a une. Je n'ai pas peur de le dire, on a une bureaucratie syndicale qui est installée. Je veux dire, les mecs qui pondent les tracts à la conf, ils sont au chaud, quoi. Des mouvements comme ceux de 2016, qui se sont enchaînés avec les Gilets jaunes, qui se sont enchaînés avec les révoltes des quartiers, pour moi, ça montre aussi qu'il y a en latence et d'autres envies. Bien sûr. Mais aussi, pas que de l'envie, mais aussi de la puissance, de la force de travail, de lutte. Moi, j'ai tendance à dire ce truc, des fois on voit un peu réac sur la question, tu vois, mais aller à une manif, c'est pas militer. Moi, je dis, pour moi, militer, c'est faire la lutte, c'est-à-dire que tu la fabriques, tu fabriques l'action, tu fais la réunion, tu fabriques le concert, tu fabriques le... Voilà, c'est-à-dire que tu es dedans. Sinon, tu soutiens, c'est bien, mais tu milites pas. Militer, ça demande un travail. Voilà. Tu fais ton sport, quoi. Tu fais ta marche. C'est ça, exactement. Non, mais c'est clair que c'est pas en faisant une manif que... C'est pour ça que nous, on adhère de moins en moins, quoi. Mais après, on décide nos actions... Nous, on les décide... Mais ça peut être des bons lieux d'union, comme tu disais, de convergence quand quelque chose est fait. C'est ça, voilà. Tu fais un soutien, là, et on a la Verrerie de Graville, Tours, qui est touchée par un plan social. C'est le moment d'aller... d'essayer de fédérer autour de cette lutte, quoi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il faut trouver les moyens que ces causes-là s'écoutent entre elles, tu vois, parce que il y a des frontières, mais qui, moi, je pense, sont moins grandes que ce que l'on pense aussi. Que déjà, quand ça commencera... Et d'ailleurs, ça commence, déjà, on voit... Enfin, tu parlais d'ANAS et donc de RP. RP, c'est un boulot qu'ils font. À Paris, là, il va y avoir ils ont lancé une... Fairbloc pour novembre, justement, qui va se caler sur différentes luttes. On voit aussi comment, avec des actions comme les soulèvements de la terre, même comment le camp écologique, qui pouvait être très en distant et très, mais maintenant rentre sur le terrain d'essayer de faire convergence et tout. Moi, je pense qu'on est dans un moment de construction de quelque chose de fort. Puis l'histoire nous le rappelle aussi, une petite touche d'espoir quand même en fin d'entretien, là, comme ça. Toutes les révolutions, ils sont apparus après des conflits guerriers. Hein. Donc on est en plein dedans. Hein. C'est vrai. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut une guerre pour qu'il y ait une révolution, mais l'histoire nous le rappelle. Autant essayer de la transformer en révolution qu'en guerre. C'est ça, voilà. Eh bien, on va en rester là pour aujourd'hui. Merci. Merci à toi. C'était cool.
Ça fait du bien.